Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Une fixation sur les questions d'actualité. Présentation Paul Philippe. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Jadis prospère, la région de l'Indéné-Guablin, jalouse de son passé, a également subi les affres des crises. Si tout n'est pas à faire dans cette région, on peut aisément affirmer que tout est à refaire. Surtout au niveau de l'agriculture, où la région, à la recherche de son riche passé, qui a vu les différents lauréats de la Coupe nationale du progrès appartenir à cette région. Ajoutons à ce décor physique les potentialités humaines dont regorge la région. Tout n'est pas obscur dans cette région où les populations, appuyées par leurs autorités, entendent œuvrer à son développement, donc à la recherche de ce passé glorieux. Pour quel défi et pour quelle vision? Comment donc impulser le développement local ici? C'est tout le sens et tout l'intérêt du rendez-vous de ce dimanche, avec comme invité M. Pascal Abilan-Kwaku, président du conseil régional de l'Indéné-Guablin. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé par Adama Bakayoko et moi-même. Adama, bonjour. Bonjour, Paul Philippe. Monsieur le Président, je voulais vous soumettre quelques centres d'intérêt qu'on aura à parcourir tout au long de cette émission. Nous allons vous permettre de présenter d'abord votre région dans sa situation géographique, son découpage, sa superficie et sa démographie, les potentialités et les atouts de la région au plan naturel, agricole, économique, touristique, au plan sportif. J'ai cru entendre que vous avez deux équipes ici, la Zidabangourou et l'Alliance de l'Indéné. Nous ferons ensuite le bilan de ce mandat 2013-2018 en termes de projets, santé, éducation, infrastructure. Nous parlerons de coopération si vous en avez eu et de jumelage si vous en avez eu également. Et puis on va évoquer les perspectives, la vision immédiate du président sortant du conseil régional de l'Indéné-Guablin. Avant toute chose, qui est M. Pascal Abilan-Kwaku? Élément de réponse avec Denise de la Fafiette. Ancien directeur général des impôts, Abinan-Kwaku Pascal est ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Diplômé de l'École nationale d'administration en 1978, puis de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France, Abinan-Kwaku Pascal est administrateur général des services financiers. Il a passé toute sa carrière au sein de notre administration où il a occupé jusqu'à sa nomination d'importantes fonctions. Ainsi, Abinan-Kwaku Pascal a occupé successivement les fonctions de directeur général des impôts, vérificateur polyvalent de la sous-direction des enquêtes et vérifications, chef de centre des impôts du plateau, directeur régional des impôts Abidjan-Nord, directeur des opérations d'assiette, directeur du recouvrement, directeur du cadastre, inspecteur divisionnaire et conseiller technique du directeur général des impôts, Kessé. Dans le cadre des relations permanentes avec le secteur privé, il assure les responsabilités de président de l'Observatoire contrôle fiscal, président du comité technique des centres de gestion agréés. En plus de ses activités professionnelles, l'ex-directeur général des impôts est un agent de développement et un apôtre de la paix. C'est en reconnaissance de ses nombreuses actions au service du développement régional que la Conférence africaine des jeunes francophones lui a décerné en 2014 le prix pour la paix et le développement. Au niveau national, l'ex-directeur général des impôts est chevalier de l'Ordre national ivoirien, chevalier de la Table ronde internationale. S'agissant du sport, Abinan-Kwaku Pascal a écrit les belles pages du sport en Côte d'Ivoire par son engagement et son soutien aux formations sportives et aux instances fédérales nationales. C'est à juste titre qu'il a été fait commandeur du mérite sportif ivoirien. Comme on le voit, Abinan-Kwaku Pascal est un homme du sérail. C'est un pur produit de notre administration. Abinan-Kwaku Pascal est ce dimanche l'invité des salons de Radio Côte d'Ivoire. Il est à vous, Paul Philippe. Merci à vous, Denis de la Fafiette. On va rectifier, il est officier au lieu de chevalier. On va commandeur de l'Ordre national. Alors, Monsieur le Président, ces informations sont-elles exactes? Oui, dans l'ensemble, tout est exact, sauf au niveau du grade. D'accord, donc c'est vous alors?
C'est moi, oui. D'accord, félicitations, Monsieur le Président. Tout de suite, on va vous permettre de présenter votre région. Comment peut-on la présenter, cette vaste région de l'Indéné-Guablin? Merci. Avant toute chose, je voudrais remercier Radio Côte d'Ivoire pour cette invitation qui nous donne l'opportunité de parler de notre région, Indéné-Guablin. L'Indéné-Guablin, pour schématiser, s'étend sur 700 km². En termes de population, c'est également 700 000 habitants pour les dernières opérations de recensement. L'Indéné-Guablin, la région, comporte 3 départements, à savoir le département d'Abangourou, le département d'Aïmblé-Kro et le département de Bétier. Elle comporte également 14 sous-préfectures, 4 communes, Aïmblé-Kro, Abangourou, Bétier et Niablé. On a recensé à peu près 400 villages et près de 1000 campements. Est-ce que c'est facile d'administrer une telle région? Vous savez que ce n'est pas facile de gérer les hommes avec leur sensibilité, leurs sentiments, leurs ressentiments. Mais avec une bonne équipe, on arrive à s'en sortir. C'était quoi l'objectif en venant à la tête de ce conseil? L'objectif, c'était pour venir aider un tant soit peu nos parents. Tant il est vrai que nous sommes allés à l'école, on a appris chacun dans son domaine, on est rentré dans la vie active, mais vu l'état dans lequel se trouvent nos parents, nos populations, nos villages, nos campements, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tout cadre responsable est interpellé. Et c'est dans ce cadre-là que les amis et moi-même, nous avons décidé de nous mettre au service de cette région. La population, comment elle reçoit cet engagement? Vous poserez la question aux populations, mais je pense que de manière globale, la population est satisfaite de ce que nous avons pu faire. Le peu que nous avons pu faire, je pense que la population, dans sa globalité, est satisfaite. Je pense qu'il y a un point, on arrivera au bilan tout à l'heure. Voilà. Adama, nous sommes dans une région aux énormes potentialités à tout. On va y aller sur ce paragraphe justement. Oui, bien sûr. Monsieur le ministre, on le sait, votre région, la région de l'Indéné-Guablin, est une région riche, une région verte, jadis, j'allais dire, avec des cours d'eau importants aussi. Que reste-t-il de cette verdure aujourd'hui? Bien, alors, vous l'avez dit vous-même, hein, le problème climatique aujourd'hui, qui est un phénomène mondial, a touché notre région, avec la pression des hommes aussi sur cette forêt luxuriante dont vous parlez tout à l'heure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une région qui n'est ni forestière, ni désertique, j'allais dire, mais à mi-chemin. La forêt a subi une pression telle du fait des populations elles-mêmes, parce que nos parents, comme vous l'avez souligné, sont des gros planteurs, et l'agriculture extensive est l'ennemi numéro 1 de la forêt. Que reste-t-il véritablement de ces gros planteurs? Je l'ai dit en intro que tous les lauréats de la Coupe nationale du progrès ont appartenu à cette région. Oui. Que reste-t-il justement de ces gros planteurs? Mais il reste encore des gros planteurs. Vous, par exemple, vous êtes planteur? Oui, moi aussi, je suis planteur. D'accord. Bon, je ne suis pas un gros planteur. Ah, d'accord. Mais je suis planteur. Parce que nous sommes nés, notre culture, c'est cela. C'est une affaire de génération? C'est une affaire de génération. Nous sommes nés avec nos parents dans les plantations. Et donc, cette habitude nous est restée, quel que soit le niveau de responsabilité que nous avons au niveau national. Vous trouverez toujours les cadres ici qui sont des planteurs. Bon, donc, je disais que, contrairement à ce que les gens disent, bon, la boucle du cacao, c'est délocalisé, aller vers le sud-ouest, mais il y a encore des gros planteurs qui font du cacao ici.
Et malheureusement, la Coupe nationale du progrès n'existe plus. Sinon, on aurait eu encore des lauréats. La diversification des cultures a fait qu'aujourd'hui, nous avons d'autres cultures. L'IVA, vous savez que Béthier est le poumon économique de ce point de vue, avec même une usine d'une société qui est implantée à Béthier. Mais dans l'ensemble, dans toute la région, les gens se sont reconvertis en planteurs d'EVA, avec l'anacarde qui aussi a fait sa percée, et puis bon, les autres produits vivriers, etc., etc. Nous avons des travailleurs, comme nos parents, nos dévanciers. La relève a été assurée à ce niveau-là. Donc il y a encore des gros planteurs, des jeunes qui s'adonnent à l'agriculture, des jeunes planteurs. Et je peux vous dire qu'on n'est pas malheureux de ce point de vue. Okay. Parlant toujours de la nature, on le sait, c'est un problème national. La Côte d'Ivoire est passée de 16 millions d'hectares aujourd'hui à 3 millions à peu près. Votre région, la région de l'Indénié-Douablin, a quelques forêts classées, on le sait, qui sont agressées généralement par des riverains. Et que faites-vous pour freiner cela ici? Bien, malheureusement, vous le dites, hein, comme toute forêt classée, hein, les riverains agressent ces forêts classées. Nous avons ici la Bossementier, qui est une forêt classée, mais les gens pénètrent parce qu'ils cherchent le mieux-être. Donc, quand ils n'ont plus de terres cultivables, bon, ils pénètrent à l'intérieur des forêts classées. C'est la même chose c'est le même phénomène que nous connaissons à l'ouest, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est l'État qui gère ces forêts classées. Et par l'intermédiaire de son organisme qui est la SODEFOR, ces forêts sont surveillées. Et bon, pour éviter qu'elles soient agressées de manière forte au point de chanter l'hymne, j'allais dire le deuil de ces forêts-là. C'est une préoccupation au niveau du gouvernement. Et vous avez vu tout récemment que le ministre des Eaux et Forêts a fait une communication, la nouvelle politique forestière en Côte d'Ivoire, avec les mesures préconisées qui ont été donc adoptées par le gouvernement. Et avec ces nouvelles mesures, nous pensons que les choses vont aller mieux. Parce que non seulement il faut protéger le peu qui reste, les 3 millions d'hectares, mais il faut régénérer et replanter pour augmenter ces superficies, parce que sinon nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants ne sauront pas ce que c'est qu'une forêt. Et ce serait dommage. On va parler d'agriculture puisque vous avez déjà franchi le pas dans la première question. Contrairement à la région du Moronou qui a sombré complètement après la boucle du cacao, vous résistez quand même. On l'a dit tout à l'heure, il y a encore de gros planteurs dans la région et ces populations-là éprouvent quelques difficultés. Je vais parler notamment des pistes rurales pour l'évacuation des produits. Bon, vous me direz que les routes nationales sont l'affaire de l'État, mais on le sait aussi, vous avez un pan dans ce projet-là. Ok. Merci beaucoup. Bon, vous dites que la région du Moronou a sombré. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Concernant le cacao? Concernant le cacao, il y a encore des planteurs de cacao dans le Moronou. Mais contrairement au passé, je pense qu'il y a une différence quand même. Ah oui, bien notable, sûr. Ouais. Puis, bien sûr qu'il y a une différence. Mais Demokro ou bien la région du Zis s'est tournée vers le manioc maintenant. Ben oui, parce que c'est une nouvelle culture qui donne des revenus, donc pourquoi pas. Mais le Moronou, pour y revenir, la région d'Ara, de Mbato, il y a encore des gros planteurs de cacao. Hein. Bon, c'est vrai que ce n'est pas au niveau comme il était il y a peut-être 30 ans. Bon, alors, pour ce qui nous concerne, vous posez la question de savoir les pistes rurales, parce que j'ai parlé de ce que nous sommes tous des planteurs, et il faut pouvoir aller à la plantation. Ouais. Donc les pistes rurales, le président de la République nous a octroyé un projet qu'on appelle le PAID, ici, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture. Ce projet qui avait été financé par la BAD à raison de 20 milliards
nous a permis de désenclaver pratiquement toutes nos zones, les pistes rurales qui avaient été rechargées quand moi je suis arrivé juste à la tête de cette région. Et on disait même que pour aller à Bétier à l'époque, à partir d'Abangourou, on mettait 5 heures. Avec ce projet, ce programme de Payaïdé, la route à Bangourou-Bétier a été rechargée avec tous les ouvrages. Au lieu de 5 heures, après le rechargement, c'était à peine 1h30 pour être à Bétier. Et ainsi de suite dans pratiquement toute la région. Presque 1000 kilomètres de pistes rurales qui avaient été reprofilées. Malheureusement, la route en terre battue, son ennemi numéro 1, c'est la pluie. Donc vous voyez que nous sommes devant un dilemme. Autant nous voulons des pistes carrossables, mais autant nous voulons aussi la pluie pour faire les plantations. Donc c'est ce problème-là auquel nous sommes confrontés. Et aujourd'hui où je vous parle, toutes ces pistes rurales qui avaient été totalement refaites sont toutes dégradées. Donc il y a un nouveau projet, du moins programme, qui est lancé par le ministère des Infrastructures. Et pour prendre un exemple, la grande voie à Bangourou jusqu'à Bétier, en passant par Poisson, Zranou et Blasokuro, l'appel d'offres a été lancé, le dépouillement même est fait, et donc nous espérons que d'ici quelques mois, cette piste et les autres vont être rechargées parce que nous avons sollicité et le président de la République a accepté le bitumage de cette voie. Lors de sa visite d'État ici, c'était l'une de nos préoccupations. Le président a donné une suite favorable et il semblerait même que, c'est même une confirmation, les études environnementales sont terminées, etc., etc. Donc en attendant le bitume, ces voies vont être rechargées, un reprofilage lourd, comme on le dit dans le jargon, pour que toutes ces pistes-là soient carrossables. C'est vrai qu'il va pleuvoir encore, mais au moins, jusqu'à ce que ça soit dégradé totalement, je pense que le bitume sera déjà arrivé ici. Alors, au plan économique, on sait que vous avez ici dans l'Indénié Guablin 3 usines de transformation de bois. Elles existent-elles encore à Bangourou, à Imblekro? Elles existent encore. À Bangourou, à Imblekro. À Bangourou, il y a 2 usines de bois. À Imblekro également, il y en a 2. Et elles existent encore et elles travaillent. Ça permet de résoudre en partie le problème du chômage des jeunes, certainement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ces usines-là embauchent les gens, les jeunes gens sur place. Et donc, ça nous permet, un tant soit peu, de résoudre le problème du chômage des jeunes. On sait que votre région aussi est voisine du Ghana, qui est un pays qui produit aussi le cacao, le cajou, l'EVA. Malheureusement, ce sont les productions de notre pays qui vont généralement vers ce pays voisin. Et votre région est la passerelle tout trouvée pour acheminer ce produit-là. Le phénomène a été décrié. Les forces de l'ordre tentent de faire ce qu'elles peuvent, mais ça continue malheureusement. Qu'en dites-vous? C'est un phénomène, je dirais, j'allais même dire mondial, parce que autant vous dites ça va, de l'autre côté, il y a des moments aussi que ça vient ici. Donc, c'est selon le cours et les spéculations. Mais c'est un phénomène que le gouvernement combat. Et cette année, si vous remarquez bien, ce phénomène a été considérablement réduit parce que le gouvernement a pris des dispositions, des mesures drastiques qui ont été appliquées avec des comités locaux de surveillance. Et le Conseil Café Cacao lui-même a participé à financer ces comités locaux. Donc cette année, le phénomène a été, totalement réduit. Mais ce n'est pas seulement chez nous. À un moment, on a connu le fait que le Burkina a été exportateur de
cacao. Ce n'est pas parti de chez nous. C'est sorti quelque part là-bas. Donc, c'est un phénomène, effectivement, qui nous préoccupe. Et comme je dis, le gouvernement lui-même a pris toutes les dispositions pour essayer de faire en sorte que ce phénomène soit circonscrit. En attendant, comment se fait la sensibilisation au niveau des planteurs? La sensibilisation, comme je l'ai dit, d'abord au niveau des autorités territoriales. Les préfets, les sous-préfets, qui sont les présidents de ces comités locaux de surveillance, font la sensibilisation. Les hommes politiques également font la sensibilisation. Et il y a des comités locaux dans pratiquement tous les villages pour sensibiliser nos parents, de faire en sorte que nos produits restent en Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va ailleurs, ça augmente leur production et c'est nous qui perdons. Il y a des paysans qui sont dans les villages voisins du Ghana et qui ont leur champ de l'autre côté. C'est pas facile, souvent. Ben oui, c'est pas facile, mais bon, il faut un haut degré de nationalisme pour pouvoir résister à cela. Parce qu'il y a des villages, des plantations de l'autre côté, ghanéens, des Ghanéens qui ont leurs plantations sur le territoire et vice-versa. Le Kobadoukro est un village où la frontière passe dans le village, a divisé le village en deux. Et le chef du village a 2 épouses, une au Ghana et une en Côte d'Ivoire. On va poursuivre. Monsieur le Président, si vous avez un ami et qui ambitionnait de visiter la région de l'Indénié-Guablin, qu'est-ce qui peut attirer cet ami-là ici, dans cette région? Par quoi commencerez-vous? Mais d'abord par l'accueil. L'accueil. Nous sommes un peuple sans histoire. À Bangourou, nous sommes, la signification, c'est Ampenkro en Ashanti, qui veut dire « je n'aime pas les palabres ». Donc on ne fait pas des palabres ici. C'est notre culture. C'est le premier atout touristique, ça. C'est le premier atout touristique, avec des vestiges qui sont encore là. La cour royale à Bangourou, la cour royale à Imblekro, le musée royal à Bangourou, le musée de Benjé à Zaranou, le musée à Diafi à Bétier. Donc voilà les atouts touristiques, sans compter l'école des Combien de Tanguelan. Et même si l'école a vieilli, mais il y a une nouvelle école qui a pris la relève à Nyansué. Donc il y a vraiment beaucoup d'atouts touristiques ici. Citer l'île au Caïman, l'île au Caïman. Il y avait aussi des hippopotames quelque part. L'île aux hippopotames, le passage de la reine à Blapokou, à Bétier, etc., etc. Donc vraiment, il y a beaucoup d'aspects touristiques et je pense que cela mérite d'être revalorisé et le ministère du Tourisme est à l'œuvre, puisqu'il y a ce qu'ils appellent les paillotes touristiques qui vont être construites à Bangourou. Le site pilote, c'est Jacquesville, ils sont pratiquement en train de finir et après, ce sera à Bangourou et puis dans d'autres régions. Il y a un événement qui est à cheval sur le tourisme et la culture ici dans votre région. Qu'est-ce qu'il représente encore pour vous aujourd'hui, la fête de l'Ignam? La fête de l'Ignam, ah oui. D'abord, il faut, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus la fête des Ignames. Dites la fête de l'Ignam. L'Ignam, c'est une vertu. Il faut la respecter comme telle. Donc, c'est la fête de l'Ignam. On célèbre l'Ignam, qui est tubercule, qui a sauvé nos parents dans leur élan de, comment on appelle ça, d'exode du Ghana jusqu'ici. Donc c'est une fête qu'on ne peut pas ignorer ou banaliser. On ne peut pas banaliser. Parce que ce jour-là, on vénère les ancêtres. Et ce jour-là, le roi sort dans ses habits d'apparat et
par l'intermédiaire de son porte-parole, il parle aux ancêtres. C'est l'année, c'est la nouvelle année à la date de la fête de l'Igname. Donc, c'est une fête qui sera impérissable, quelles que soient les vicissitudes, parce que c'est l'une des traditions concrètes et historiques de notre culture. Alors, on reste toujours au plan culturel et touristique. On le sait, le peuple Agni, c'est aussi un peuple qui est très jaloux de sa culture, notamment ses danses, ses chansons, sa nourriture aussi au plan gastronomique. En Côte d'Ivoire, on a des instruments de musique, des danses qui sont passés aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel élément ici dans l'Indénié on pourrait aujourd'hui promouvoir pour atteindre aussi ce niveau-là? Kinéampli. Je dis tout de suite, le Kinéampli. Le tam-tam parleur, comme on dit. Il sort à quelle occasion généralement? Il sort aux grands événements. À l'époque, le Kinéampli annonçait les grands événements. Quand vous êtes à 1000 lieues d'ici, vous entendez le son, immédiatement, vous devrez rentrer au village parce que c'est le langage, ça donne les messages. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et donc, c'était par l'intermédiaire de ce tam-tam parleur que les messages sont transmis. Donc, c'est aujourd'hui, nous espérons que demain, ce tam-tam-là sera aussi inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, on va terminer cette deuxième partie par le sport. Je vous laisse avec le président. Alors, on l'a dit dans la présentation, monsieur le ministre, vous êtes un grand sportif, ou si vous voulez, vous êtes un grand mécène du sport en Côte d'Ivoire. Dans la région, vous avez deux clubs qui font parler d'eux. On a l'Asie d'Abangourou qui est en première division et l'Alliance de l'Indénié qui, même étant en Ligue 2, continue de faire de belles choses aussi. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Asie d'Abangourou est une équipe mythique. Il y a eu de très grands joueurs ici. Buffalo, Diabia Kodjo, Adjemia Kodjo, Adaou Pelé, etc. qui ont évolué pour la plupart dans les grands clubs à Abidjan et d'autres ont été des internationaux. Donc, c'est une région de tradition sportive également. L'Asie, c'est une équipe qui est créée depuis longtemps. Elle a plus de 60 ans. Et l'Alliance qui vient d'être créée, qui fait du bon chemin. L'Asie a obtenu un rang honorable dans ce championnat qui se termine, je crois qu'ils sont 7e ou 8e. Donc ils se maintiennent. Je voudrais profiter d'ailleurs pour remercier les dirigeants de l'Asie, à commencer par son président, son PCA, le député Adungouan Bernard, pour ce travail qu'il a fait, qui a pu, avec son équipe, qui ont pu maintenir l'Asie en première division. L'équipe de l'Alliance a fait son chemin, comme vous le dites, ils sont en deuxième division, ils sont, je crois, aux portes même de la première division, mais dans le cadre de la Coupe nationale, ils sont très 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 bien placés. J'ai oublié d'ajouter que l'Asie a été vainqueur de la Coupe de la Ligue l'année dernière et qu'elle est bien partie cette année encore pour tenter de gagner soit et la Coupe nationale et la Coupe de la Ligue. C'est l'objectif. Est-ce que le Conseil régional soutient ces deux équipes? Bien sûr. Le Conseil régional soutient l'Asie. Le Conseil municipal soutient l'Asie. Bientôt, nous allons soutenir aussi l'Alliance. Parce que, n'oublions pas, l'Alliance était un centre de formation. Maintenant qu'ils font un bon chemin vers la Ligue 1, nous allons, au niveau du Conseil, soutenir l'Alliance. D'accord. Quand on préparait cette émission, quelqu'un nous disait comme ça que le ministre ou le président du conseil régional de l'Indénié Gabelin, je ne sais pas si c'est le sportif, mais qui assiste à tous les matchs de la SEC d'Abidjan. Est-ce que vous assistez à tous les matchs de l'Asie et de l'Indénié? Bien sûr. Bien sûr que j'assiste à tous les matchs de l'Asie et de l'Alliance, quand mon temps me permet. Ah bon. Ce n'est pas à tous les matchs de la SEC où je suis au terrain. Ce n'est pas vrai. J'assiste à tous les matchs. La dernière fois que je suis allé au stade Champrou, c'était un match à Africa Stade. Ah, d'accord. Voilà, donc ce n'est pas seulement que la SEC d'Abidjan ou l'Asie. Je suis un sportif, donc j'aime le football et j'assiste aux matchs de toutes les équipes comme mon temps me le permet. Ok.
Ça fait un peu plus de 30 minutes que nous échangeons avec le président du conseil régional de l'Indéné-Guablin. Si vous le prenez en marche, mesdames et messieurs, vous êtes dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le président, on va aborder un chapitre important qui est celui de votre bilan. Mais on va passer par cette question précise. Dans quel état avez-vous trouvé la région au plan administratif, au plan économique, lorsque vous prenez les rênes de ce conseil-là en 2013? Bien, alors, la région, c'est la fusion de 2 conseils généraux à l'époque. C'était des conseils départementaux, donc conseils généraux. Moi, j'ai eu la chance. Je suis arrivé au moment où ces 2 conseils avaient commencé et avaient déjà mis le soubassement au niveau de l'éducation nationale. Le grand frère Amakon et Diampa Tchemele avaient déjà créé des collèges de proximité au niveau du département d'Abangourou. Au niveau du département d'Aïmblekro, mon frère Crémier Malin et Jeanne avait aussi mis l'accent sur la santé. Donc beaucoup de centres de santé qui étaient déjà construits. Donc nous sommes venus, on n'était pas dans un no man's land. Nous avions des acquis qui étaient là. Et nous nous sommes appuyés là-dessus pour continuer le développement. Je voudrais d'ailleurs féliciter et encore une fois remercier ces frères-là qui avaient déjà engagé la région sur la voie du développement. On va aller au bilan maintenant. Oui. Vous avez eu beaucoup de choses à faire, mais on nous dit que beaucoup reste à faire. Avant de vous poser les questions précises sur ces projets de santé, d'éducation et d'infrastructure, on va écouter le reportage réalisé par notre correspondant sur place ici dans la région, Richard Dibi à Bonois. Le développement de proximité et le bien-être des populations, le conseil régional de l'Indéné-Guablin en a fait sa priorité. Électrification rurale, l'adduction en eau potable, bref, et les populations ne passent pas sous silence ces actions. Président sous-préfectoral de Bilasoukro. Le conseil régional en a fait beaucoup. C'est vrai, ils ont l'hôpital qui est en construction, également l'extension de l'électricité au niveau du collège. C'est vrai, c'est des actions qui ont été menées que nous estimons bonnes, mais par contre, c'est assez insignifiant. Il y a pas mal qui reste à faire. On aurait souhaité que le conseil en fasse assez plus. En tournée dans la sous-préfecture d'Aniensoué, le président élu du conseil régional de l'Indéné-Guablin, le ministre Pascal Abina Kouakou, a apporté son soutien au centre de santé urbain d'Aniensoué à travers un don de matériel médical d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Sur le sens de ce geste, Abina Kouakou Pascal explique. Le CHR d'Abangourou est saturé. Les hôpitaux généraux de Bétier et d'Aïmlekro sont saturés, donc il faut décongestionner. Et nous avons commencé par le centre de santé urbain d'Aniensoué en offrant un fauteuil dentaire. Donc voilà un peu l'objet de cette visite familiale sobre et efficace. Nous voici dans la grande sous-préfecture de Bilasoukro. Quelques jours après, ce village n'a pas été oublié quant à l'apport du conseil régional pour le bien-être de tous, mais les attentes sont énormes. Nous attendons qu'on nous apporte du tricycle, on attend un centre culturel, nous attendons également l'extension de l'électricité dans un grand quartier de Bilasoukro qui est néo, pratiquement où il n'y a pas l'adduction d'eau, n'y est pas, l'électricité n'y est pas. Donc en somme, il y a beaucoup que nous attendons d'eux. Ces propos sont étayés par ceux de Kwame Kwadio David Steve, jeune de Bilasoukro. Concernant la question du collège, voilà, il faut les parents eux-mêmes qui se débrouillent, qui font des quêtes pour aller construire. Alors qu'ailleurs, le conseil régional fait ça pour eux. Donc en tout cas, on attend leur aide, leur soutien, qu'ils viennent soutenir à construire réellement le collège de Bilasoukro. Ici, vous voyez le toit où on reçoit presque toutes les autorités. Voilà, on a besoin d'une habitation qui vient reconstruire le toit qui est là. À y voir de près, le conseil régional de l'Indéné-Guablin fait sa part dans cet élan de développement local, mais face à l'ampleur des besoins, eh bien, ces actions semblent être une goutte d'eau dans la mare. Avec le temps, l'on ose croire que cet outil de développement va œuvrer pour satisfaire les uns et les autres à travers des actions concrètes sur le terrain. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. C'était le reportage de Richard Dibi à Bonois. Premier commentaire, monsieur le ministre. Bon, il a fait un ramassis de beaucoup de problèmes en même temps, santé, éducation. Alors, moi, je commencerai par la santé. Alors, on y va avec votre propre bilan. Alors, j'ai dit, quand j'arrivais au niveau d'Aïmblekro, il y a eu des centres de santé qui avaient été construits par le conseil général. Au niveau d'Abangourou également, quelques centres de santé. Nous sommes arrivés, nous avons construit le centre de santé urbain Amélikia qui avait commencé, mais qu'on a achevé.
les centres de santé urbains, en fait, c'est des hôpitaux, des petits hôpitaux généraux. Parce que quand vous voyez, la capacité dépasse largement les limites de centres de santé urbains. C'est des petits hôpitaux généraux. Donc, on a construit à Melekia, Nzaranou. Nous sommes en train de construire Blasokro, le reportage en a parlé. Nous avons le centre de santé urbain d'Akoboaché qui aura une radiologie. Il y a le centre de santé intégré des Lenso. Il y a la maternité de Bébou. Il y a à propos en Fewa, il y a Komouendanou, le centre de santé intégré. Il y a Zamanka. Et en cours de construction, il y a Nzinzenou qui n'est pas encore terminé. Il y a Akati et Blasokro, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport au centre de santé. Et toujours dans le domaine de la santé, nous avons apporté beaucoup d'équipements matériels. On a parlé d'Agnansue, de Blasokro, les cabinets dentaires. Nous en avons reçu 7. Ce sont mes amis italiens qui m'ont envoyé en don et je me suis chargé de faire le dédouanement et le transport de Milan jusqu'à Abidjan. Et nous en avons 7. On en a distribué déjà 2 à Agnansue, à Ibla-Sokro. Il reste 5, dont un à Niablé, un au centre de santé scolaire d'Abangourou, un à l'hôpital général de Bétier, un à l'hôpital général d'Aimblé-Kro et un à Yakassé Feyassi. Vous avez essayé tant bien que mal de renforcer le plateau technique. Tout à fait. Tout à fait. De ces centres de santé. Le pourcentage de réalisation, d'acquisition, de renforcement de ce plateau technique, à peu près. Bon, non seulement il y a les fauteuils dentaires, mais par le biais de la coopération décentralisée, nous avons reçu beaucoup de matériel. Près de 300 millions de matériel que nous avons distribué. Il faut rendre hommage à l'ONG Les Amis de Thérèse Horry, cette femme au grand cœur qui nous appuie énormément et qui nous a aidés à avoir beaucoup de matériel. Toujours dans le domaine de la santé, on a offert des ambulances, beaucoup d'ambulances, je crois près d'une dizaine d'ambulances dans ces centres de santé urbains. Donc au niveau santé, j'ai dit que, bon, certes, il y a encore beaucoup à faire, mais nous en avons fait beaucoup. D'accord. On va aller au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation également, je le disais tout à l'heure, les conseils généraux avaient commencé les collèges de proximité, notamment dans le département d'Abangourou. Le président Ediampa avait construit le collège départemental d'Abangourou, un collège moderne à Yakassé, un collège moderne à Nyansue, un collège moderne à Nzaranou, qui n'était pas achevé quand on arrivait. Et quand nous sommes arrivés, nous avons pris le relais. Donc, on a construit un collège moderne à Diamarakuro, dans le département de Bétier. Nous avons construit un collège moderne à Sankadiokro. Nous avons construit un collège moderne à Doufrebo, un collège moderne à Damé, un collège moderne à Ako-Boassoué. Tout ça, c'est des chefs-lieux de sous-préfecture. Donc, ces collèges de proximité, nous allons continuer de les faire parce que vous savez que notre région, au niveau du taux de scolarisation, nous sommes parmi les premiers en Côte d'Ivoire. On avoisine pratiquement entre 90 et 100% des taux de scolarisation parce que dans pratiquement tous les villages, il y a une école primaire couplée avec les écoles maternelles. Donc, maintenant que nous avons équipé tous les chefs-lieux de sous-préfecture, de collèges, il y a quelques gros villages encore qui méritent, comme Sankadiokro, d'avoir des collèges de proximité. Je peux citer des têtes comme ça. Akekro dans le département de Bétier, Bangwa dans le département d'Imblekro, Manzanois à Bradinou, à Bétier, Manzanois à Imblekro, à Moriakro, à Imblekro, et
Satikran dans le département d'Abangourou, et puis le grand quartier HKB au niveau de la commune, à Posso également dans le département d'Abangourou. Donc toutes ces localités-là ont besoin d'avoir un collège de proximité. Nous nous attelons actuellement et nous avons sollicité le CDD, le programme CDD, et je pense que notre dossier est très bien parti. D'ailleurs, je peux l'affirmer, déjà à Bradinou, le collège de proximité d'Abradino a été accepté par le CDD et les travaux vont commencer très bientôt. Donc, au niveau de l'éducation, je passe sur les collèges, les écoles primaires, parce qu'on a construit des classes pratiquement partout dans les villages. Les écoles maternelles également. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le taux de scolarisation chez nous est l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre votre mission, monsieur le ministre, toujours dans l'éducation, vous occupez un très bon taux au niveau de la scolarisation, mais un autre taux aussi bon, peu honorable, c'est la grossesse en milieu scolaire. Et votre région aussi est réputée avoir beaucoup de filles qui tombent enceintes à l'école. Alors, l'une des solutions, c'est le collège de proximité. Vous savez que quand les filles vont loin de leurs parents, elles sont soumises à toutes sortes de tentations. Et c'est pour cela, l'une des solutions, nous voulons développer les collèges de proximité. Mais il y a un effort qui est fait. On était à Ibla-Sokro le week-end dernier et le principal, le proviseur, parce que Ibla-Sokro, le collège est devenu lycée, le proviseur nous a fait un rapport très encourageant où il y a 0,combien de pourcents de grossesse. Il y a une seule fille, je crois. Par le passé, c'était plus que ça. Ah oui, par le passé. Mais je vais vous dire, le député Tano Marguerite, c'est son cheval de bataille. Elle a mené des campagnes de sensibilisation dans toute la région pour sensibiliser les parents, les élèves elles-mêmes. Et je pense que ces résultats que nous avons commencé à récolter sont aussi dus au travail qu'elle a eu à le faire. C'est un phénomène national, mais nous avons pris à bras le corps ce problème et comme j'ai dit, Inch'Allah, les choses vont aller mieux. Mais je veux parler aussi à tous ceux qui s'adonnent à ce jeu-là sur nos petites filles. Et malheureusement, je ne dis pas ça pour salir une corporation, malheureusement, c'est les parents, entre eux-mêmes que les choses se passent. Monsieur le Président, on ne peut pas vous avoir sur cette question justement sans évoquer cette promesse de lycée technique à Abangourou et lycée jeune fille à Abangourou. Bien. Alors, le lycée des jeunes filles avec internat, est un accord du président de la République lors de son passage qu'il a accepté de créer ce lycée des jeunes filles avec internat. Le site même est déjà choisi. Et pour ce qui concerne la formation professionnelle, j'ai plaisir à dire, parce que mon collègue, le secrétaire d'État à l'enseignement technique et professionnel, qui sera d'ailleurs là demain, m'a confirmé que le centre de formation professionnelle d'Abangourou sera transformé en lycée professionnel. Le budget est déjà acquis, c'est plus de 3 milliards pour faire la réhabilitation. Et à Imblekuro aussi, le président avait promis un lycée des jeunes filles à Imblekuro. Donc tout ça, c'est des projets qui vont se réaliser très bien. Et puis, pour conclure la cerise sur le gâteau, c'est l'université d'Abangourou, qui est une de nos doléances fortes lors du passage du président de la République et qu'il a accepté. Les études sont pratiquement terminées, sont bien avancées. Le site, près de 400 hectares, a été identifié. La purge des droits coutumiers va commencer très bientôt. Donc, nous espérons que d'ici quelques années, Abangourou aura aussi
son université, le président l'a promis, il va le faire. Alors, vous avez beaucoup mentionné les actes du président au cours de ces échanges. Vous êtes une région privilégiée, c'est ce qu'on dit. Parce que quand on voit votre réseau routier, et quand on voit combien de fois le président de la République est venu dans votre région, et tout ça, je pense que vous êtes bien nantis quand même au niveau national. Mais bien sûr que nous sommes bien nantis. Grâce à Dieu, nous avons eu, ou je dirais même, nous avons cette chance. Le président a fait, en moins de 5 ans, 3 visites ici, visite d'État, ensuite le pont de Bétier, l'inauguration. Donc, nous sommes au cœur, notre région en tout cas, est au cœur des préoccupations du président de la République. Vous avez parlé des routes. À l'époque, pour aller d'Azopé à Imblekro, c'était 6 heures. Aujourd'hui, à moins d'1 heure, vous êtes d'Azopé, vous êtes à Imblekro. Ça, c'est un cadeau inestimable que le président nous a donné. Le pont de Bétier, c'est une attente forte depuis 60 ans. Le président de la République a construit le pont de Bétier. Il est venu lui-même pour l'inauguration. Le bitume à Bétier, qui n'avait jamais vu de bitume depuis sa création. Vous arrivez aujourd'hui à Bétier, c'est une ville coquette avec le bitume. C'est la même chose à Bangourou. Vous avez vu l'entrée, que ce soit l'entrée et la sortie, c'est des autoroutes. C'est les grandes métropoles régionales qui ont bénéficié ou qui bénéficient de ces infrastructures. Et puis, dans les villes, à l'intérieur, le bitume, nous en avons eu, mais le président a promis encore des kilomètres supplémentaires pour rendre nos villes belles. À Bangourou, aujourd'hui, peut se targuer d'être parmi les plus belles villes de Côte d'Ivoire. Alors qu'à l'époque, quand vous veniez à Bangourou, on dit à Bangourou poussière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À Bangourou goudron maintenant. D'accord, voilà. D'accord. C'est vrai, il y a le président de la République, mais est-ce qu'on peut en dire un mot de vos coopérations avec vos amis, avec le jumelage avec les pays de l'extérieur, tout cela? D'accord, je parlais tout à l'heure de l'ONG, les amis de Thérèse Horry. Nous sommes en partenariat avec cette ONG, avec cette bonne dame au grand cœur. J'ai eu même l'honneur d'être reçu chez elle, en France, à Berck, dans le Pas-de-Calais, au nord de la France. Elle, son mari, qui m'ont vraiment accueilli avec beaucoup de fraternité. Et cette femme-là se dévoue corps et âme pour notre région. Elle est installée un peu plus au nord, dans la région de Sandégué, où elle est adoptée là-bas comme fille de Sandégué. Et je crois même que sa retraite, elle la prendra à Sandégué. Bon. En plus, nous avons actuellement des négociations avec la grande région de Toulouse en France. Il n'y a pas seulement que la France, il y a l'Italie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes conscients du fait que notre budget n'étant pas comme nous le souhaitons, si on ne fait pas appel à des amis à l'extérieur, nous ne pourrons pas faire face à toutes les demandes. Parce que, j'ai dit, le président a fait beaucoup. On n'a pas parlé d'électrification en termes d'infrastructure. Mais aujourd'hui, notre région, au moment où moi j'arrivais en termes de statistiques, notre région était couverte à peine à 20-25% maximum en termes d'électrification rurale. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes pratiquement à 98% taux de couverture au niveau de l'électrification rurale. Dans les derniers Douablin, toute la région? Dans toute la région. Il n'y a seulement que quelques villages et dont les travaux sont lancés, attribués, les marchés attribués. Donc d'ici à l'horizon 2020,
je peux dire que nous serons à 100%, tous les villages seront électrifiés d'ici 2020. Parce qu'il reste à peine, je crois, 30... disons au niveau des villages... Il reste 2% de... Voilà, il reste 2%. Et d'ici 2020, les travaux qui sont lancés, attribués, et d'ici 2020 seront achevés, on aura une couverture totale à 100%. Là aussi, nous devrions rendre hommage au président de la République et à son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En termes de bilan, on peut dire que vous avez fait ce que vous avez à faire. Selon vous, vous l'avez fait normalement. Tout est bien. Nous l'avons fait normalement, nous l'avons fait consciencieusement, nous l'avons fait avec toute notre détermination et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que le développement n'a pas de limite. Adama, oui, bien sûr. Je pense qu'il nous reste 5 minutes bien sûr. Pour boucler cette émission. 5 minutes pendant lesquelles nous allons parler de perspectives maintenant. Vous avez déjà fait ce que vous pouviez. On regarde maintenant vers l'avenir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour votre région? Bien. Avant ça, il faut que le président nous dise s'il remet le couvert. Ah oui, bien sûr que je remets le couvert. Bon, ça. Donc on peut le dire, vous êtes encore dans la course. Je suis encore dans la course, je suis encore candidat à ma propre succession. D'accord. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, et comme les parents sont satisfaits du peu que nous avons fait, donc nous n'allons pas les décevoir. D'ailleurs, j'avais promis dès 2013, quand j'avais été élu, que je ferais 2 mandats, si telle est la volonté des parents. Et avec les tournées que nous faisons, c'est cette volonté-là qui s'exprime. Donc, nous allons remplir pour un 2e mandat. On peut donc parler des perspectives. Les perspectives, je vais commencer par où on avait commencé, la végétation, la réforestation. Parce que, comme on l'a vu ensemble, nous avançons vers la désertification. Donc, nous avons un projet avec le Fonds vert, le FEM, le Fonds mondial de l'environnement. On est actuellement en discussion pour un projet de réforestation, de régénération. Et tout récemment, nous avons donné le coup d'envoi avec un planting d'arbres, les mangroves, tout au long du fleuve Komoué. C'est un gros projet qui a beaucoup d'aspects, qui prend en compte les femmes, qui prend en compte les jeunes. J'ai oublié de vous dire, et vous me permettez de revenir, qu'au niveau du Conseil, nous avons initié au niveau de l'agriculture l'installation des jeunes agriculteurs. Un hectare d'EVA que nous avons installé. Et financé. Et financé. Près de 160 hectares que nous avons financés pour installer les jeunes. Il y a le nouveau projet de bananes plantains. Là aussi, nous avons près de 50 hectares à Taakro. Nous allons installer des jeunes pour produire de la banane plantain en contre-saison. On a remarqué qu'il arrive des moments où il n'y a plus de bananes et il arrive des moments où il y a trop de bananes. Donc, c'est un nouveau projet que nous sommes en train d'initier. Tous les collèges de proximité qui sont construits et qui fonctionnent aujourd'hui vont tous être érigés en lycée. Donc, il y a les extensions à faire. C'est vrai, quand je passe, les gens me disent, ah, monsieur le président, on a besoin de la clôture du collège. Je dis, d'accord, c'est une nécessité. Mais je veux d'abord créer les collèges où il n'y en a pas, pour que les enfants puissent être à côté des parents avant de faire la clôture. Parce que si je fais la clôture aujourd'hui, dans une localité, il y a une autre qui n'a même pas de collège, où les enfants sont obligés de se déporter tous, soit au chef-lieu du département ou au chef-lieu de la région pour créer un engorgement. On sait aujourd'hui que ce n'est pas facile d'avoir des tuteurs. Donc, il vaut mieux déjà créer les collèges pour résoudre ce problème-là. Quand on aura couvert tous les chefs-lieux de sous-préfecture en collège, en ce moment-là, maintenant, on va commencer à faire les clôtures des collèges et des lycées. Donc, voilà un peu, en termes de perspective, ce que nous prévoyons pour notre région. Merci infiniment, monsieur le ministre. Vous aurez votre mot de fin tout à l'heure. Je voulais vous dire merci sincèrement d'avoir accepté un peu ce marathon pour nous permettre de comprendre votre vision pour vos populations. Le mot de la fin vous revient.
Le mot de la fin, c'est d'abord pour dire merci à Radio Côte d'Ivoire, au directeur général de la RTI qui a permis cette mission, qui nous donne l'opportunité de faire cette émission. Je veux dire merci à nos autorités locales, je veux dire les autorités territoriales, le préfet des régions en tête, les préfets des départements de Bétier et d'Imblekuro qui apportent leur soutien à notre programme de développement. Je veux dire merci au roi Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié. Merci au roi Nana Yiniblé, roi du Djuablin, pour leur appui constant dans nos programmes de développement, leur soutien qui nous encadre. Je veux dire merci à nos élus qui participent de la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et ce pays émergent ne peut partir que des régions du développement local. Je remercie les femmes. Ici, ce sont des femmes battantes et des femmes dynamiques. Il y a une multitude d'associations de femmes, des coopératives de femmes qui produisent et cela est à l'honneur de notre région. Je veux remercier nos jeunes qui ont compris que ce n'est pas à l'école seulement qu'on gagne sa vie. Beaucoup de jeunes sont revenus au village, ils se sont mis au travail dans l'agriculture, divers domaines et qui gagnent bien. Je veux remercier enfin le gouvernement, notre reconnaissance infinie au président de la République pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire pour notre région. On vient de passer en revue toutes les réalisations. Vous avez vu que le président a permis que beaucoup de choses soient faites ici, dans la région. Nous le remercions infiniment. Nous n'arrêterons jamais de le remercier. Je voudrais aussi un remerciement appuyé au Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, pour l'attention toute particulière qu'il porte envers notre région. Je veux remercier tout le gouvernement dans son ensemble, nos collègues, chacun dans son domaine, qui participent et qui impulsent le développement dans son secteur, dans notre région. Je voudrais enfin prier Dieu qu'il donne une santé de diamant, comme on dit, d'inox au président de la République, une santé de diamant au Premier ministre Amadou Gon, à tout le gouvernement et à tous ceux qui nous aident à promouvoir le développement de notre région. En tout cas, je prie Dieu à ce qu'il nous bénisse tous en santé. Merci beaucoup. Merci, monsieur Pascal Abinan Kwaku, président du conseil régional de l'Indénié-Gouablin. Notre invité de ce dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire, émission qui s'achève ici. Cette émission a été réalisée par Richard Dibi Abonnois, avec la collaboration technique de Mian Nestor, collaboration de Denise de la Fafiette. À moi encore, Alfred nous a assisté. Adama Bakayeko, merci de m'avoir aidé à bousculer le président du conseil régional de l'Indénié-Gouablin. Merci Paul Philippe. Merci à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro, une autre question d'actualité.